Quercy et Bordelais, la Corrèze et le Tarn-et-Garonne courent de rivière en forêt l'âme profonde du Périgord. Pays de l'homme, des châteaux et des quatre couleurs. Périgord noir en son est, où près de Saint-Modane, au château qui porte son nom, naquit l'écrivain Fénelon. Sur la route qui mène plus loin au château de Vérignac, la luminosité des campagnes et des ciels dit combien ce Périgord-là ne porte de noir que le nom. De forteresse féodale en villégiature Renaissance, ici tout n'est que demeure superbe, toujours admirablement restaurée. La Dordogne a creusé la vallée magnifique. En ses méandres et ses cingles, les villes font chanter dans le soleil la pierre jaune des bastides et des églises. À Dôme, le promontoire découvre jusqu'à Montfort et Bénac, les champs de tabac, de maïs et de blé, et les peupliers à perte de vue des collines. La guerre de 100 ans et celle de religion, les habitants de la ville vinrent trouver refuge dans les galeries des grottes, qui abritèrent avant eux rhinocéros et bisons. Aujourd'hui ne demeure de ces époques troublées que l'austérité des remparts surplombant les berges tendres de la rivière. Parmi les chênes verts de la Grande Falaise, les tours du château de Malartrie jouxtent les toitures de tuiles et de lauze du village de la Roque-Gajac. Ici, dans l'un des plus beaux paysages de la vallée de la Dordogne, poussent les plants de tabac entre les champs de maïs et les noyeraies.
donjons du château veillent depuis le XIIIe siècle sur les maisons du bourg, groupées au pied de la falaise. Bien que place forte redoutable, Bennac subit néanmoins les ravages des guerres du Moyen-Âge et Richard Cœur de Lion imposa à ses valeureux défenseurs une cuisante défaite. Lui faisant face, le château fort de Castelnau semble affirmer encore après tant de siècles de batailles et de déchirements une terrible rivalité. Car en ce beau pays où la rivière serpente, harmonieuse et légère, entre les peupliers et les saules, Bennac et Castelnau se menèrent une lutte interminable et cruelle. Entre les deux forteresses ennemies, les Milandes, où Joséphine Baker recueillit de nombreux enfants avec une générosité peu commune dont chacun au pays se souvient avec émotion. Plus au nord, au cœur de ce Périgord noir magnifique et farouche, les tours de Puy-Martin. Durant les guerres de religion qui marquèrent toute la vallée, les catholiques du château opposèrent à l'abri des courtines une résistance sans faille aux protestants de Sarlat. Érigé au XVIIe siècle sur les ruines d'une ancienne forteresse incendiée par le Grand Condé, le manoir d'Érignac ouvre ses intérieurs sur de splendides jardins XVIIIe, parmi les plus remarquables de France. Surplombant l'un des cingles les plus réputés de Dordogne, le château de Montfort, dont l'emplacement exceptionnel fut source de luttes incessantes. Et puis, les oies, toujours partout en Périgord, qui vont en bandes criardes, insouciantes de l'avenir que les gourmets leur réservent. En Égypte, les fresques du tombeau de la princesse Athète témoignent des origines fort anciennes du bruyant palmipède, familier à l'homme bien avant le coq, et dont on pense que les Assyriens eux-mêmes savaient déjà élever et gaver. Mais c'est le Romain Apicius qui eut l'idée d'engraisser l'oie avec des fibres fraîches, obtenant de cet excès de nutrition un foie délicieux, gardant du fruit la saveur et le nom. Il faudra cependant attendre le XVIIIe siècle pour savourer le foie gras en pâté. On en doit l'invention au cuisinier du maréchal de Contade, dont elle fit la richesse. Frais ou transformé, le foie gras exige la plus grande attention, depuis le gavage de l'oie qui dure environ 3 semaines, à son extraction de celle-ci. Sa préparation connaît depuis des siècles dans les maisons du Périgord les mêmes gestes délicats et sûrs, comme ici aux établissements Rougier en la ville de Sarlat.
À l'amateur éclairé, Sarlat la Canéda offre chaque samedi les trésors de son marché, dont les noix, les foie gras et les truffes ont fait, bien loin par-delà la rivière, la juste réputation. C'est parmi les dédales de ces ruelles moyenâgeuses, où les maisons de pierre de taille abritent de splendides cours intérieures, que vécut Étienne de la Boétie, grand humaniste, grand écrivain, grand ami de Michel de Montaigne, qui témoignera de sa plume passionnée qu'en ce pays de l'homme, l'homme a de tout temps préféré aux artifices trompeurs les valeurs essentielles et profondes. Dans cet amour si fort en Périgord de la liberté et de l'amitié, la cuisine semble avoir puisé sa générosité et sa superbe. Dans l'éclatance, toujours des foie gras, des confits et des truffes. Passé le cingle de Trémola, les eaux de la Dordogne se mêlent à celles de la Vézère, au pied du paisible village de Limeuil où le temps semble avoir suspendu sa course. Au Bug, de gigantesques bacs construits à ciel ouvert dans la Vézère découvrent le ballet grandiose des poissons et des plantes de la rivière. Dans les galeries de l'immense aquarium souterrain, les silhouettes étranges de ces étonnantes populations accrochent à la lumière des eaux des reflets d'argent. Mais c'est un autre monde du silence qui, en Périgord noir, abrite plus largement les profondeurs de la terre. Au fond du gouffre de Proumessac, le ruissellement continu des eaux a sculpté les plus excentriques figures, patiemment, sur plusieurs millions d'années.
jusqu'à faire de cet univers une extravagante cathédrale de cristal. En cette basse vallée de la Vézère, la région des Hésies de Taillac garde au cœur de ses roches les balbutiements de l'humanité. Les peintures, les silex et les ivoires gravés, les ossements des sépultures disent partout au fil de la rivière le premier chant du monde. Au sortir du village des Hésies, l'abri Pateau livre la richesse de ses fouilles entre celui de Cro-Magnon et le rocher de la Penne. Un peu plus haut, à Tursac, l'habitat troglodytique de la Madeleine, dans les ocres et les gris des falaises. À ses pieds, l'important gisement préhistorique, qui devait donner son nom à l'âge magdalénien, raconte comment les hommes et les femmes d'il y a 15 000 ans inventèrent ici les premiers gestes de la vie. Au profond du Périgord noir, le château de Los, forteresse imposante et sévère, dont la silhouette se surprend à rêver dans les eaux tendres de la Vézère. Derrière la courtine qui file entre les 4 tours, la cour intérieure découvre l'architecture Renaissance du grand logis du XVIe siècle. À l'intérieur, un mobilier remarquable témoigne de la vie sous les derniers Valois et les premiers Bourbons. Entre le château de la Salle, situé au cœur du village, et celui de Cléran, dont les tourelles dominent la rivière, Saint-Léon-sur-Vézère inscrit la gaieté de ses tuiles roses.
Plus loin, en retrait des eaux, Saint-Amand de Coly, dont la puissance de l'église fait de celle-ci l'une des plus étonnantes du Périgord. Par-delà le gris bleu des lauses, la pierre jaune dresse au ciel les impressionnantes hauteurs. Entre Rouffignac et Sarlat, les toits coniques des Garriottes ponctuent partout la campagne. Rappelant les bories de Haute-Provence, ces petites cabanes de pierre sèche, appelées également caselles, servent encore aujourd'hui de remise et de grange. Lascaux. Sa découverte en 1940 par un adolescent du pays suscita dès la fin de la guerre un tel intérêt qu'il fallut bientôt protéger la grotte de son immense succès. Sa reconstitution absolument fidèle permet désormais d'admirer sans plus aucun danger pour elle les peintures et les gravures peut-être les plus émouvantes du monde. En surplomb d'un panorama gigantesque, le château de Hautefort marque à l'est du Périgord blanc le passage entre Périgord noir et Périgord vert. Dressée en ce point haut et fort qui lui valut son nom, l'ancienne forteresse féodale fut au XIIe siècle, en ces époques troublées où les luttes fratricides déchiraient l'Aquitaine, enjeu d'une rivalité farouche entre Constantin et son frère Bertrand le Troubadour, chantre célèbre des plaisirs belliqueux. Après les guerres de religion, durant lesquelles les défenses du château furent encore renforcées, un remaniement complet des lieux fut opéré au XVIIe siècle, auquel Hautefort doit son raffinement et son luxe d'aujourd'hui. Conjuguant Renaissance et classicisme, le château affirme un fort accent de Val-de-Loire, renforcé par l'harmonie précieuse de ses intérieurs et la géométrie parfaite de ses admirables jardins.
cœur du Périgord vert, les tours de Puy-Guillem accrochent au ciel la même élégance Renaissance. Et l'homogénéité absolue de la construction vient souligner encore l'indéniable similitude entre ce château périgourdin du XVIe et ce tant aimé en Loire de François Ier. Entre Villars et Thiviers, ici les tuiles brunes de Saint-Jean-de-Col. Le clocher à baie du village renforce l'étrangeté de l'église aux proportions étonnantes. Et la tour moyenâgeuse du château de Martony, édifiée au XIIe siècle, puis reconstruit 300 ans plus tard, rappelle avec les fenêtres à meneaux et les arcades de la galerie les splendeurs d'antan. À l'est de ce Périgord vert et si tendre, les toitures d'ardoise et les pics des tourelles du château de Jumillac gardèrent toute sa vie prisonnière l'infortunée épouse d'un châtelain trop jaloux. La légende ne dit pas si la beauté de la nature environnante parvint à adoucir quelque peu la triste captivité. Comme une île entre les deux bras de la Dronne, la ville de Brantôme reflète dans les eaux ses balcons et ses treilles. Ici, Pierre de Bourdeille laissa courir sa plume, quand après avoir arpenté le monde, il se retira dans l'ancienne abbaye. Séparé de l'abbaye, le beau clocher roman coiffe la ville de sa pyramide de pierre. Et face au vieux pont, l'église et son cloître du XVe siècle. Au pays de l'arbre et de l'eau, la vie épouse partout la rivière. Et la campagne, toujours changeante, dessine partout les plus généreux paysages. Laissons au nord Brantôme. Les eaux de la Dronne s'en vont serpenter au pied du château de Bourdeille. À l'intérieur de l'enceinte, deux édifices témoignent des deux grandes époques de son histoire. L'un médiéval, construit au XIIIe siècle, et dont les murs du donjon atteignent l'épaisseur impressionnante de 2,40 m.
Autre château Renaissance, toute élégance et sobriété, abrite en ses intérieurs de splendides décorations et un mobilier luxueux. En Périgord, une fée déguisée en pauvresse fut secourue par la plus miséreuse famille du pays, qui partagea avec elle quelques maigres pommes de terre. En récompense, la fée fit pousser d'autres tubercules, mais de toute autre couleur. Ainsi, dit la légende, serait venue la truffe noire qui, à Sorges, en Périgord blanc, se cache dans les calcaires du Causse, parmi les chênes verts et les genévriers. Ici, depuis le début du siècle, s'accueillait cet exercice savamment développé, qui demande à l'homme infinie patience. Assis, 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 j'ai dit assis. Assis, assis, assis. Orgueil de toute la région, le fruit noir de la terre, ni tout à fait tubercule, ni tout à fait champignon, fait depuis 200 ans la gloire des plus fines tables de France. Viens, va chercher. Capitale du Périgord. Périgueux s'est depuis la nuit des temps installé en plein cœur du Périgord blanc, en la riche vallée de l'Isle. Entre le vieux quartier de la Cité et les berges de la rivière, la cathédrale Saint-Front fait jouer dans l'eau la blancheur de ses étonnantes coupoles. Anciennement abbaye, consacrée église au XIe siècle, puis pratiquement reconstruite au XIXe, Saint-Front affiche d'indéniables airs byzantins, évoquant Venise et Constantinople. À ses pieds, les façades Renaissance de cet ancien quartier d'artisans. C'est à la source sacrée de Vézonne, près de laquelle s'installèrent les Gaulois, que la ville doit son origine. À l'ouest du Périgord blanc, les églises romanes du Ribéracois parsèment en tout point la campagne.
Dans la simplicité des décorations et la singularité des coupoles, présentes en ces terres plus que partout en Périgord. À Saint-Michel-de-Montaigne, la tour où l'écrivain rédigea ses illustres essais atteste de la simplicité extrême dans laquelle celui-ci travaillait et vivait. Au sud du Périgord blanc, la terre du pays de Verre, exceptionnellement riche, donne des fraises attendues aux quatre coins de France, abondantes et pulpeuses, gorgées de sucre et de soleil. Un peu plus corsé que celui d'oie, le foie gras de canard est également grande et savoureuse chose. Et les plumages bariolés promettent encore d'excellents magrets et confits. Allez, allez! Aussi, nul petit canard n'échappera jamais en Périgord au rituel du gavage, qui, comme celui des oies, se pratique à partir du 4e mois. Exclusivement composée de grains de maïs, cette alimentation succède à l'herbe tendre des prés, qui donne à l'élevage périgourdin sa force caractéristique. Enjambant la Dordogne, Bergerac exhale au centre du Périgord pourpre des parfums de Midi et de Bordelais.
Dans la douceur de cet ancien port où venaient accoster autrefois les gabarres, le protestantisme écrivit au XVIe siècle quelques-unes des pages les plus fortes de son histoire. Et c'est ce fief des Navarres qu'adopta le grand Cyrano, qui n'avait de bergeracois que le nom. À l'image du héros de Rostand, la cuisine est ici généreuse, haute en couleurs, et gaillarde tout autant. À Bergerac, on choisit les produits du marché pareillement qu'une mariée sa robe, avec la même exigence et le même absolu. Bien après que les marchands aient replié les bâches colorées, les restaurateurs de la ville proposeront les plus succulentes surprises. Dans la superbe, toujours, des magrets, des confits et des truffes. C'est tout près de Bergerac, après les cultures et les prairies, que court au sud le prestigieux vignoble de Montbazillac, dont la réputation remonte au XVIe siècle et qui, tout en restant inégalable apéritif, accompagne merveilleusement les foie gras, les melons et tous les desserts. Après leur intronisation, les nouveaux élus du consulat de la Vinée deviendront les ambassadeurs privilégiés des vins de Bergerac, qu'ils ont pour mission de représenter hautement en France et de par le monde.
Construit vers 1550, le château ouvre sur les vignes à perte de vue, conjuguant avec bonheur la sévérité de l'architecture militaire et l'élégance de la Renaissance. Né des cépages sémillon, muscadelle et sauvignon, le Montbazillac demeure le plus fameux vignoble du Bergeracois, quoique le plus jeune. Mais alentour, les Montravelle, les Bergerac, les vins de Rosette et le Pécharmant lui sont compagnons appréciés et glorieux. En bordure de la forêt de Bessèdes, l'abbaye cistercienne de Cadouin oppose au dépouillement de son église du XIIe siècle la flamboyance gothique de son cloître du XVe. À Montpazier, la bastide anglaise, fondée par le roi d'Angleterre Édouard Ier, magnifique demeure des XIIIe et XIVe siècles, commandait les routes conduisant d'Agen jusqu'en Périgord. Et à 6 km de Montpazier, le château de Biron gardait tout le pays alentour. Là, aux confins du Quercy et de l'Agenais, la silhouette imposante du château du XIe siècle marque toujours au sud l'arrivée en Périgord. Périgord blanc et noir, vert et pourpre, où la terre gourmande et farouche a épousé la liberté des hommes.